Bonjour, je suis Stéphane Morteau. Je vais vous présenter dans le cadre de la Semaine du cerveau un court exposé concernant les pesticides et avec la question de savoir si ces pesticides peuvent détruire eux aussi des cellules du cerveau. Alors, je ne vais pas être exhaustif, je ne vais pas non plus faire dans la démesure, c'est-à-dire de vous faire peur en gros. Je vais vous expliquer qu'il peut exister ou qu'il y a potentiellement des risques, pour certains composés du moins, ou en tout cas des questions par rapport à l'action de ces molécules sur le système nerveux central. Alors, qui dit détruire les cellules nerveuses laisse penser aux maladies neurodégénératives, et il faut bien voir que ce sont des pathologies qui sont particulièrement difficiles à étudier, notamment du fait qu'elles se mettent en place très lentement et que lorsque la maladie est détectée, c'est le résultat de toute une cascade d'événements qui n'ont pas été forcément visibles. Et c'est pour cette raison que lorsque l'on regarde la prévalence, le risque d'avoir une pathologie, eh bien, il ne fait que représenter la fin de la chaîne des événements. Et quand on dit qu'il y a de plus en plus de telle ou telle pathologie, c'est encore là l'ensemble des événements qui conduit à cette augmentation, mais aussi d'autres éléments dans la population. Je vais vous donner quelques exemples très brièvement. Je ne vais pas vous décrire les pathologies, peut-être une un peu plus, mais il faut savoir que dans ce cadre-là, la neurotoxicité va affecter des neurones ou des cellules du système nerveux central parce que ces toxiques vont être mimétiques de composés préexistants ou de composés nécessaires au fonctionnement du système nerveux. Alors c'est souvent la synapse qui est la cible de ces composés, mais pas toujours. Ça peut être également des protéines intracellulaires. Très souvent la synapse qui est représentée ici, qui est perturbée par des molécules qui ressemblent par exemple à des neurotransmetteurs, qui vont perturber le signal et qui vont commencer à bas bruit, à perturber le fonctionnement du système nerveux central et potentiellement à conduire à la mort des neurones. Alors, les pathologies du système nerveux central du type neurodégénératif sont de différents types et sont très différentes les unes par rapport aux autres. Et ce que l'on connaît principalement, c'est la maladie d'Alzheimer. Si je vous parle d'Alzheimer, tout le monde sait de quoi ça parle. Si je vous parle de Parkinson également, il y a également la sclérose en plaques que vous connaissez, peut-être un peu moins la sclérose latérale amyotrophique, qui n'est pas la sclérose en plaques. Et ces pathologies-là conduisent à un moment ou à un autre à la mort de neurones, mais pour des raisons souvent très différentes. Et dans le cas d'Alzheimer, on ne connaît pas grand-chose. Donc c'est vrai que dans le cas de Parkinson et d'Alzheimer, on sait très bien décrire le phénotype de la pathologie, on sait les événements et on sait les types cellulaires qui ont été détruits quand la pathologie est déclarée, mais tout ce qui est en amont est beaucoup moins clair. Alors il faut être très prudent quand on entend parler de ces pathologies-là, notamment concernant les chiffres, parce qu'effectivement, quand on regarde la maladie d'Alzheimer, en 2015, on annonçait 225 000 cas nouveaux par an, et puis 900 000 malades, et on prévoit pour 2020, donc ça c'est maintenant 3 millions de personnes concernées. On projette également des risques de développer un Alzheimer dans le temps, ce qui est plus ou moins juste, parce qu'on part du postulat que la population va être de plus en plus âgée, et donc en 2010 on est à ce niveau-là, en 2030 ici, en 2050 ici. Et donc on peut considérer que cette augmentation du nombre de pathologies d'Alzheimer est liée à l'augmentation de la longévité, ce qui est possible, mais potentiellement, ça pourrait être aussi à cause d'autres choses. Alors pour Alzheimer, c'est particulièrement difficile à mettre en évidence, justement parce qu'effectivement, on a une population qui est vieillissante et qu'effectivement, cette augmentation de la longévité augmente le risque de mettre en évidence une pathologie qui se mettait peut-être en place en amont et qu'on n'aurait pas vu si les personnes étaient décédées à 70 ans ou à 60 ans. Dans le cas de la sclérose en plaques, c'est différent, mais ici, cette carte vous représente autre chose et une autre difficulté par rapport à l'étude de ces pathologies. On voit ici qu'au niveau mondial, la sclérose en plaques n'est pas répartie de façon homogène. On le voit au niveau mondial, c'est principalement l'hémisphère nord qui est touché,
également l'Australie, mais qui se trouve dans une situation un peu similaire finalement. Et puis même en France, on voit qu'il y a des départements qui sont plus affectés que d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les études plus fines ont montré que quand vous passez les 15 premières années de votre vie en Afrique du Nord, et que si vous allez vivre ici, vous avez le risque d'avoir une sclérose en plaques de l'Afrique du Nord. En revanche, si vous êtes en Europe du Nord dans les 15 premières années de votre vie et que vous allez vivre le reste de votre vie en Afrique du Nord, vous allez avoir le risque de l'Europe du Nord. Ce qui laisse penser qu'il y a des événements environnementaux qu'on n'a absolument pas définis actuellement. Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que ce sont des virus? Est-ce qu'il y a les deux? Le fond génétique, plus ou moins, parce que du coup, ça ne marche pas, puisque s'il y avait un fond génétique déterminant ce type de pathologie, strictement en tout cas, on verrait que les gens malades ici, ils seraient malades ici aussi, potentiellement. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses qui rend la chose compliquée, mais on voit bien qu'il y a un aspect environnemental qui est impliqué, mais on n'arrive toujours pas aujourd'hui à savoir de quoi il s'agit. Ce qui est intéressant dans la sclérose en plaques, et c'est pour ça aussi que je vais peu en parler par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que l'évolution de la pathologie, la fréquence de cette pathologie ne bouge pas depuis la période où on a commencé à recenser les cas. Donc jusqu'en 2010, ici, vous voyez, il n'y a pas d'augmentation. Alors que là, et ça c'est un exemple que je vais vous traiter par ailleurs, Parkinson a vu le nombre de cas de personnes concernées augmenter très largement. Et donc Parkinson est presque un cas d'école, parce que Parkinson va nous permettre de visualiser l'impact justement d'aspects environnementaux sur la mise en place d'une pathologie, en tout cas pour un certain nombre de cas. Alors Parkinson, ce qui est inquiétant, c'est qu'en 25 ans, il y a eu 2 fois plus de cas. Et qu'on ne peut pas attribuer cette augmentation du nombre de cas de Parkinson uniquement au vieillissement de la population. C'est une pathologie qui apparaît relativement tôt dans l'âge. Et en fait, même si la pyramide des âges a beaucoup évolué depuis 1914 et 2020, on va être par ici, certes, la population est plus âgée, mais ça n'explique pas en fait cette augmentation à ce point-là. Parkinson, en fait, va toucher un peu plus les hommes que les femmes. Et bien sûr, c'est une maladie qui arrive à partir de la fin de la cinquantaine, 50-60 ans, et puis progressivement, on a de plus en plus de cas de personnes atteintes de ce trouble neurologique. Si on regarde au niveau national, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus une répartition homogène. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui sont plus affectés que d'autres. Alors, c'est parfois difficile parce que dans le cas d'Alzheimer, c'est le cas aussi. Mais dans le cas d'Alzheimer, c'est plus du fait que dans les zones plutôt rurales, il y a plus de personnes âgées en proportion et donc c'est assez trompeur. Donc il faut se méfier de ce type de carte. Mais pour Parkinson, sans voir l'aspect justement vieillissement de la population, en corrigeant ces aspects-là, il a été mis en évidence qu'il y avait bien des différences par région. Mais plus intéressant et plus inquiétant finalement aussi, c'est qu'il y a des catégories professionnelles qui sont plus affectées par Parkinson, et notamment la population agricole. Et il se trouve que l'incidence de la maladie de Parkinson est plus élevée chez les exploitants agricoles qu'en population générale, donc plus 13%, et que dans une sous-catégorie d'exploitants agricoles, les viticulteurs présentent également plus 10% par rapport aux autres secteurs agricoles. Alors là, ça laisse quand même clairement penser qu'il y a un impact environnemental, quel qu'il soit, mais qu'il n'y a pas qu'un aspect génétique, par exemple. Et je vais revenir sur cet aspect génétique. On voit également qu'il y a un lien avec l'augmentation de la surface agricole. Donc il y a quand même quelque chose par rapport à l'agriculture qui était suspect. Alors cette maladie, elle est compliquée parce que quand on voit Parkinson, comme je le disais tout à l'heure, il s'est déjà passé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on soupçonne que les événements qui sont à l'initiation de la mise en place de cette pathologie peuvent être très précoces. Ils peuvent être très précoces. Donc ce qu'on appelle âge précoce, là je ne les définis pas vraiment parce que ça peut vraiment être très jeune, tout comme ça pourrait être vers la vingtaine ou la trentaine, donc ce n'est pas forcément très défini. Ça peut être associé avec des risques génétiques. Alors, je vous l'ai indiqué ici, les risques génétiques, c'est plus ou moins, on sait qu'il y a des formes génétiques, mais les formes génétiques sont assez rares. Les antécédents familiaux, c'est 15%.
la majorité des cas, ce sont des cas sporadiques, qu'on n'explique pas par la généalogie et qu'on n'explique pas par des formes génétiques. Donc les cas sporadiques, ça laisse penser qu'il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de génétique, hein, attention, mais ça veut dire qu'en tout cas, on ne l'a pas défini en tant que tel et que cette constitution génétique peut être s'associer avec quelque chose d'environnemental et que ça conduit à la mise en place de ce syndrome. Alors il y a des symptômes qui se mettent en place qu'on détecterait si on les cherchait à certains stades de la mise en place de la pathologie, mais souvent il y a un déni aussi qui existe à un moment donné, il commence à y avoir des troubles, puis il y a des choses qu'on ne verrait pas facilement, mais qui se mettent déjà en place, mais à bas bruit. Il n'y a que dans les stades tardifs qu'il commence à y avoir des signes moteurs, et que ces signes moteurs peuvent être détectés. Il y a aussi des signes, la perte de l'olfaction par exemple, hein, qui est une caractéristique par rapport à Parkinson. Et donc, quand on diagnostique la maladie, les dégâts sont déjà énormes. Et les dégâts, ça consiste en quoi? Ça consiste en la destruction des neurones dopaminergiques qui se trouvent dans la substance noire au fond du cerveau, ici. Là. Donc, et ces neurones dopaminergiques, une fois qu'ils ont leur fonctionnement altéré ou qu'ils sont morts, eh bien, les troubles deviennent évidents. Donc, on a le Parkinson déclaré. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. On ne connaît pas ce qu'on appelle pas bien l'étiologie de cette pathologie, donc son origine réelle. Et on va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont permis de comprendre un peu, en tout cas, les cas de Parkinson induits par des toxiques. Alors, avant de parler de pesticides, je vais vous montrer quelque chose qui a été mis en évidence dans les années 70. C'était un cas d'intoxication, non pas par un pesticide, mais par un toxique hallucinogène qui était fabriqué, notamment aux États-Unis, par des toxicomanes, un opioïde de synthèse qu'on appelle le MPPP. Et cet opioïde de synthèse, lorsqu'il est synthétisé chez soi, comme faisaient les gens beaucoup, eh bien, on ne l'a pas pur et on a un autre composé avec, qui est le MPPT, qui est un peu un contaminant, qui n'a pas d'ailleurs les effets de l'opioïde, mais qui est présent dans le mélange. Le problème, c'est que ce composé-là, il est reconnu par des enzymes de notre système nerveux, et notamment par la monoamine oxydase B, qui le transforme en MPP+. Or, ce composé, il a un énorme défaut, c'est qu'il va être reconnu comme de la dopamine. Il est reconnu comme de la dopamine, et donc il est internalisé au niveau de la synapse. À ce niveau-là, il va interagir avec les vésicules synaptiques, donc potentiellement il peut être libéré. Il va interagir avec la mitochondrie, et à ce niveau-là, il va altérer la chaîne de respiration mitochondriale, et donc conduire à un dysfonctionnement mitochondrial, ce qui est très important par rapport à du stress oxydatif. Et puis, il va également altérer avec des enzymes qui sont censées gérer la dopamine et provoquer des agrégats protéiques ou un dysfonctionnement général. Conclusion, cette intoxication avec cette molécule, eh bien, ce qui a été observé, c'était la survenue d'un Parkinson chez les toxicomanes. Et ça a été vrai aux États-Unis entre les années 70 et 80, hein, donc où il y a une forte population de toxicomanes qui développaient une maladie de Parkinson, hein, en raison de cette exposition. Eh bien, cette molécule a été à l'origine de la découverte d'un lien, non pas simplement avec Parkinson, mais aussi du fait que d'autres composés existaient dans l'environnement, et notamment un herbicide qui se trouvait être un analogue de cette molécule. Et cet herbicide, vous le voyez ici, c'est le paraquat. Le paraquat, vous voyez, sa formule, c'est celle-ci, et la formule du MPP+, c'est celle-ci. Ils sont quasiment identiques, au point que ce paraquat, depuis, a été interdit, bien évidemment, parce que, expérimentalement, à quoi ça conduisait, une exposition au paraquat? Eh bien, à la même chose que le modèle MPP+, au point que ce paraquat est un modèle chimique d'induction d'un Parkinson expérimental. Et comme je vais vous le montrer juste après, vous avez ici un article de 2020 qui étudie la caractérisation d'un Parkinson chez un modèle de rat en utilisant le paraquat, donc une exposition au paraquat. Et en fait, quand on fait cela, quand on expose un rat régulièrement en chronique avec cet herbicide, eh bien, on altère le système nerveux et on a
tout un ensemble d'étapes qu'on va retrouver dans des formes de Parkinson, l'augmentation, l'activation des cellules microgliales, les cellules de l'inflammation du système nerveux. On a également les diminutions de la dopamine, le stress oxydatif qui augmente, les protéines, les agrégats de protéines, notamment de l'alpha-synucléine, les lésions dopaminergiques, etc., etc. Là, encore à nouveau des activations microgliales. Et à la fin, ce qu'on observe, alors je ne vous ai bien sûr pas mis tout l'article ici, mais vous avez ici une perte de neurones qui est évidente, que l'on visualise ici sur cette image, où vous avez ici en marron, ici les neurones, la zone neuronale normale, et ici on voit les trous ici, et donc c'est la forme dégradée. Et donc ces animaux développent un Parkinson induit, et il est induit ici par un herbicide. Alors on pourrait se dire, il n'y a que le paraquat qui donne ce type de trouble, mais il se trouve que ce qui a intéressé finalement les scientifiques, c'est les cibles de ce paraquat, et notamment la mitochondrie, parce que la mitochondrie elle est très importante au niveau du système nerveux central, et en particulier chez les neurones. Et en fait, on sait qu'il y a tout un ensemble de particularités dans ces mitochondries qui peuvent être d'origine génétique, qui vont potentiellement pouvoir rendre les gens plus sensibles. Et c'est là où intervient cette interaction qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que nous sommes tous différents, nous sommes exposés tous aussi à des choses qui peuvent être différentes, mais que si on a une pathologie, c'est l'interconnexion entre notre constitution génétique et l'environnement. Autrement dit, il y a des gens qui peuvent être exposés à un produit et ne jamais rien développer avec ce produit, et puis d'autres qui vont être exposés à ce produit à la même concentration, mais qui, pour des raisons génétiques, vont avoir des processus cellulaires toxiques et vont avoir donc des effets qui n'étaient pas envisagés avant. Alors, il faut faire ce lien entre environnement et génétique, entre ce qui est tout génétique et tout environnemental. Et donc, c'est cette interaction entre ces deux systèmes qu'il faut aussi prendre en compte. Et je vais vous donner des exemples ici. Il y a notamment le cas d'une enzyme qui est maintenant bien connue, c'est la LDH2. On connaît des modèles génétiques, on connaît des pathologies génétiques de cette enzyme qui conduit à des effets neurotoxiques et neurodégénératifs. Et on connaît aussi des polymorphismes, c'est-à-dire des petits variants en polymorphisme, un peu comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. Donc des petits variants qui font que cette enzyme fonctionne un peu plus, un peu moins bien, elle est un peu plus sensible, etc. Et donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir une maladie si vous avez ces variants-là, c'est normal. Ça fait partie du polymorphisme. Il y a un polymorphisme pour tous les gènes, donc c'est quelque chose de normal. Mais ça existe dans la population. Or, il se trouve que en s'intéressant à cette enzyme-là, on s'est rendu compte que l'exposition à certains pesticides accentuait des effets nocifs de ces polymorphismes. Et si on associe ces polymorphismes avec une exposition, on peut conduire à la production d'éléments toxiques, comme les aldéhydes ici, et donc un dysfonctionnement de cette enzyme-là accru. Et imaginez par exemple que cette enzyme, on ait une forme qui soit un peu moins active. Avec le pesticide, elle devient encore moins active ou totalement inactive. On a ce toxique qui intervient, agrégation de protéines et la mort des neurones dopaminergiques. Je vous passe les détails par rapport au métabolisme de la dopamine. Bref, ce qui a été mis en évidence, c'est que quand on avait affaire à des pesticides qui s'attaquaient à cette enzyme-là, qui affectaient, qui inhibaient cette LDH2 ici, on avait une augmentation du risque de Parkinson d'un facteur 2 à 6, suivant les composés, et que si on avait des variations génétiques de cette enzyme, on augmentait aussi le risque donc, de développer un Parkinson. Et donc ça montre bien qu'il y a une interaction entre un polluant de l'environnement ou des polluants de l'environnement et donc la mise en place d'une pathologie progressivement en lançant un processus qui va être d'abord à bas bruit et qui ensuite va conduire au développement du Parkinson. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que finalement, il n'y a pas qu'une seule molécule. Le paraquat, il était ici. Donc là, ça symbolise la chaîne respiratoire dans la mitochondrie. Mais l'LDH2, elle est ici. Mais il y a d'autres enzymes. Et vous voyez toutes les molécules qui sont ici. Ce sont toutes les molécules de type pesticide qui interfèrent avec cette fameuse mitochondrie, avec des systèmes impliquant la mitochondrie. Et comme on peut le voir, il y en a quand même beaucoup et qui sont utilisés. Celle-ci, elle est utilisée aussi chez les particuliers, la permétrine, qui est un insecticide, là, pour le coup, et qui, elle aussi, interagit avec la mitochondrie.
au point qu'à partir des années 2010, la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, la COSMAP, a recommandé de reconnaître la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle, ce qui est maintenant le cas. La maladie de Parkinson, donc, elle est rentrée dans le tableau des maladies professionnelles. Et ce qui a été indiqué, c'est qu'il y a une présomption d'origine pour tous les pesticides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu sélectionner une liste, mais vu le nombre de molécules impliquées, ils ont considéré que l'ensemble des pesticides pouvaient être considérés comme un risque par rapport à la maladie de Parkinson. Autrement dit, si un agriculteur est atteint d'une maladie de Parkinson à un moment donné de sa vie, il est en droit de faire considérer sa pathologie comme une maladie professionnelle du fait qu'il ait été dans l'obligation d'utiliser ce type de produits phytosanitaires. Alors, il y a un rapport de l'INSERM de 2013 qui a synthétisé tout ceci. Donc, l'INSERM, c'est l'Institut national en santé et recherche médicale. Et il y en a un qui est en cours actuellement, qui a peut-être été publié d'ailleurs cette année, là je ne l'ai pas revu, mais déjà en 2013, concernant ces expositions et du lien avec Parkinson, eh bien, très clairement, présomption d'un lien, que ce soit pour les professionnels ou les non-professionnels. Pour les pesticides sans distinction, il y avait une forte présomption de lien. Et pour les herbicides et les insecticides, donc en séparant par rapport aux pesticides en général, il y avait également un lien. Donc ce n'est pas parce que on a un composé qui affecte des plantes que ça ne va pas forcément affecter notre système nerveux central. Alors j'y reviendrai sur un autre exemple, mais ça c'est quelque chose qui est important. Alors, je voulais vous parler de quelque chose qui est essentiel, c'est que ce problème d'exposition, on peut être exposé de façon en aigu, de façon très violente, et qu'une exposition violente conduise donc à des troubles cérébraux rapidement. Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure sur un autre herbicide. Mais il faut également penser que s'il y a des facteurs génétiques donc, qui sont peu faibles ou peu connus finalement, ou un ensemble de gènes, les facteurs environnementaux peuvent être importants, mais surtout ils peuvent commencer très tôt. Et ce qui est inquiétant, c'est de savoir, et on a des réponses partielles par rapport à ça, c'est de savoir si des expositions qui ont lieu pendant la gestation peuvent conduire à une sensibilisation à autre chose après. Ça peut être à une infection, par exemple, virale ou bactérienne. Ça peut être aussi l'inverse. Est-ce que finalement des infections pendant la gestation peuvent rendre plus sensibles à des expositions plus tardives? Donc ça, c'est un vrai problème et ce sont des vraies questions qui sont posées. Nous, on s'intéresse particulièrement à ça au laboratoire et c'est justement d'essayer de faire le lien entre des préexpositions ou des sensibilisations précoces sur la mise en place de neuropathologies tardives et notamment des polluants comme les pesticides. Mais pas que. Il y a aussi d'autres composés de l'environnement qui peuvent interagir. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, c'est que ce sont des pathologies qui se mettent en place très progressivement et qu'on a beaucoup de mal à savoir à quel moment il s'est passé quelque chose et de quelle manière ça se passe. Est-ce qu'il faut que ça soit une exposition chronique ou est-ce que ce sont différentes expositions, sans vous parler des mélanges. Je vais vous parler ici de quelque chose qui est une polémique actuellement et qui porte sur les pesticides. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat et je ne vais pas trancher, surtout parce que j'ai eu l'occasion de lire, il suffit de regarder sur Internet, les échanges sont, on va dire, au mieux haineux, mais il y a vraiment quelque chose de problématique. Le point de départ, c'est un laboratoire qui ne s'intéresse pas du tout ni aux problèmes de l'agriculture, ni aux problèmes des pesticides, mais qui s'intéresse à des maladies génétiques de l'enfant et qui s'intéresse aux maladies mitochondriales. Donc c'est une unité, donc c'est l'UMR 1141, qui est une unité INSERM, et qui s'intéresse à des formes génétiques de pathologies très lourdes de l'enfant, donc des maladies génétiques qui touchent des gènes impliqués dans le fonctionnement de la mitochondrie et qui donnent des troubles neurodégénératifs, en gros. Et notamment, une des équipes de ce laboratoire s'intéressait à une enzyme en particulier, qu'on appelle la SDH, pour succinyl déshydrogénase. Elle est ici. Donc il y a différentes catégories. Soit il y avait des mutations qui touchent directement la SDH, soit il y a des mutations qui touchent d'autres complexes associés à cette enzyme, etc. Peu importe. Mais ils s'intéressent donc aux troubles neuromusculaires ou neurologiques qui sont dus à cette molécule. Et au cours de leurs travaux, comme ils sont sous des modèles génétiques, donc avec des modèles cellulaires de cellules humaines,
ils se sont posé la question en disant ce qui serait bien, c'est qu'on ait un inhibiteur chimique de cette succinate déshydrogénase pour qu'on puisse faire des essais in vitro. Ça serait plus simple que d'avoir des modèles cellulaires de cellules mutées qui proviennent de patients. Et donc, ils ont simplement regardé, et là, la chercheuse qui a fait cette recherche-là, simplement bibliographique, est tombée sur sa chaise, comme elle le dit elle-même, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait toute une catégorie de produits qui correspondaient à des inhibiteurs de cette enzyme, qui est ici, qui se trouve dans la mitochondrie, et que ces produits étaient quoi? Eh bien, c'était des pesticides, et c'était en fait des fongicides. Et là, vous avez ici toute une liste, elle n'est sans doute pas exhaustive, de tous ces produits. Le plus ancien, un des plus anciens, c'est le boscalide, qui est ici. Et en fait, toutes ces molécules ont la capacité d'être reconnues par cette enzyme, potentiellement, et donc potentiellement de la bloquer. Alors, l'utilisation de ces molécules, c'est antifongique, c'est pour tuer des champignons. C'est pour tuer des champignons qui sont néfastes pour des cultures. Et bien sûr, ils ont été mis au point, non pas pour nous intoxiquer, mais ils ont été mis au point pour tuer des champignons. Et ils sont un peu vendus comme étant finalement sélectifs et pas dangereux pour d'autres espèces. Alors, là où c'est perturbant, c'est que ce système enzymatique, il est extrêmement conservé au niveau évolutif. On le retrouve à tous les niveaux, dans tous les organismes. Il y a certes des variations, il y a des modifications de la structure, mais globalement, la zone d'activité est toujours un peu équivalente. Et elle, tout de suite, elle s'est dit, mais il y a un problème, c'est pas possible. Il doit y avoir des expositions à ces produits-là. Et nous, quand on voit les symptômes associés à la mutation ici, c'est inquiétant quand même. Alors là, ça a lancé tout un ensemble de débats. Je vous ai juste mis quelques illustrations de commentaires, et ça, c'est gentil encore. Mais la question est posée, elle est finalement justifiée. La question est justifiée. Après, il ne s'agit pas d'accuser les gens d'être responsables de... C'est un état de fait, ces fongicides sont utilisés, mais la question, eh bien, elle était, est-ce qu'ils sont toxiques ou est-ce qu'ils ne sont pas toxiques pour le système nerveux central? Alors l'ANSES, au début, avait évalué qu'il n'y avait pas un vrai risque, et il y a eu une interaction entre ce laboratoire et l'ANSES, ça a un peu chauffé également, donc c'est pour ça que je vous ai mis la zizanie, et que du coup, il y a eu des études qui ont commencé, mais c'est très récent, puisque ça a 2 ans, qui ont commencé à être faites pour voir si ces SDHI avaient, ces inhibiteurs, ces SDHI, le I c'est pour inhibiteur, avaient donc une action réelle sur des enzymes qui n'étaient pas les enzymes des champignons, mais qui avaient une action sur d'autres organismes. Alors je vous montre un article, alors là encore, il s'agit, il y a d'abord les personnes du laboratoire qui travaillent sur les maladies de l'enfant, de mitochondriales, et puis d'autres personnes qui sont des sommités dans le cadre de la neuroinflammation notamment, qui ont participé à cette étude. Donc ce n'est pas des études un peu, comme on dit des fois dans les commentaires, sous le coin de la paillasse. Et donc ils ont étudié justement les systèmes d'inhibition. Ce que vous voyez ici, l'IC50, c'est la concentration qui inhibe l'enzyme à 50%. En gros, plus c'est bas, plus ça veut dire que ça inhibe facilement l'enzyme. Qu'est-ce que l'on voit simplement ici? C'est que là, il y a différentes espèces. Homo sapiens, c'est nous. Là, il y a le lombric, là, il y a l'abeille. Là, il y a une autre espèce, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un coléoptère, d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Bref, toujours est-il que... Et là, il y a différents composés. Et on se rend compte que c'est très divers suivant les composés. C'est-à-dire qu'il y a des cas où ça inhibe beaucoup l'enzyme humaine, et puis des cas où c'est moins le cas, ici. Et c'est inversement, l'abeille ici, elle est peu inhibée, et ici, elle l'est fortement. L'enzyme SDH de l'abeille. Donc ça pose déjà un problème. La spécificité, elle est plus ou moins vraie, parce qu'on voit bien qu'on a ici des concentrations qui sont en micromolaires, qui sont faibles, et donc qu'il peut y avoir donc inhibition, au moins partiellement, de cette enzyme. Et puis ils ont fait des cultures in vitro, y compris, alors là, c'est pas tellement du système nerveux, et ils se sont surtout rendus compte que c'était complexe à étudier parce que l'effet toxique, il était visible quand il y avait une déprivation en glucose, quand il y avait un événement sans glucose, ce qui arrive dans l'organisme régulièrement, mais que quand on mettait dans le milieu de culture classiquement, on ne voyait rien. Donc ils ont mis en évidence qu'il y avait une mort, on voit les cellules qui disparaissent ici, qu'il y avait une mort cellulaire quand on s'était exposé, mais après une déprivation en glucose. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire que le système, et forcément, le glucose, c'est l'énergie, c'est la mitochondrie, et donc il y avait un lien entre la mise en fonction de la mitochondrie et l'apparition de l'effet toxique. Et puis il y a eu un autre article, ça a conduit à
a modifié un peu les priorités, c'est-à-dire que depuis 2019, fin 2019, l'ANSES a considéré que ça devenait une priorité, et d'ailleurs c'était mentionné dans les derniers appels à projets, c'est que ces SDHI doivent être réévalués pour clarifier la chose. Est-ce que c'est neurotoxique? Est-ce que ça tue bel et bien les neurones ou pas? Et donc, il était dit que les premiers résultats seraient partagés en 2020. Moi, je pense que les choses ont pris du retard. Mais des articles commencent à sortir. Alors, là, il y en a un qui est sorti très récemment, en 2021. C'est pareil, il y a une volée de bois vert quand il est sorti. Mais là, c'est sur l'aspect neuronal, sur un modèle zebrafish, qui est un modèle très connu. C'est un petit poisson que vous connaissez, peut-être en aquariophilie, mais il est très pratique d'un point de vue de l'embryologie et des troubles du développement parce qu'il est transparent et puis que les systèmes de mise en place du système nerveux sont les mêmes que chez nous. Et en fait, ils ont mis en évidence que l'exposition à ces inhibiteurs, et notamment le bixaphène, ici, eh bien, conduisait à une microcéphalie avec des altérations au niveau des axones. Alors, il y a tout un ensemble de données, peu importe, je ne vais pas vous détailler ce type d'aspect ici, mais ça montre que cette molécule peut avoir un effet neurotoxique au cours du développement, en tout cas, et que potentiellement, ça va avoir des conséquences sur l'animal une fois adulte, mais potentiellement, on peut se poser la question de savoir, pour d'autres organismes, nous y compris, quels sont les effets. Alors, bien sûr, il y a des débats sur la notion de concentration. Les concentrations utilisées expérimentalement, est-ce qu'elles représentent les concentrations de l'environnement? Ça, c'est vrai. Donc, est-ce que ce sont aussi des doses environnementales? Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais ni d'un côté ni de l'autre, il faut rentrer dans un système de polémique, ça ne sert à rien. En revanche, il faut se poser la question de savoir si ce composé qui interagit potentiellement avec la SDH est neurotoxique et peut conduire à des pathologies neurodégénératives. Donc ça, c'est en cours, ça fait partie des choses qui sont forcément importantes, d'autant plus que cette année, il y a un rapport de l'ANSES qui a mis en évidence que certaines de ces molécules étaient présentes au niveau atmosphérique, c'est-à-dire que les gens en respiraient, y compris dans les villes d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines qui sont véhiculées au niveau atmosphérique. Donc le problème est réel et qu'il faut, je pense, ne pas s'asseoir dessus trop rapidement. Alors, je vais terminer par un dernier composé, un herbicide, qui va vous remontrer que là encore, ce n'est pas parce que c'est un herbicide qu'il faut se dire qu'il ne va pas perturber notre santé. C'est une molécule sur laquelle nous avons travaillé. Donc c'est le glufosinate d'ammonium, ou phosphinotricine, ou PPT. Alors c'est une molécule qui est dérivée d'un toxique environnemental qui est produit par les champignons. Vous savez qu'il y a des champignons, quand ils poussent, ils produisent leur propre herbicide pour être tranquilles. Ils tuent les plantes, d'autres plantes autour d'eux. Ils tuent des plantes, parce que les champignons ne sont pas considérés comme des plantes vertes. Et donc là, vous avez cette molécule qui s'appelle le bielaphos. Et à partir de ce bielaphos, il y a ce composé qui a été isolé, ici, qui est la PPT, phosphinotricine, ou GLA, suivant glufosinate d'ammonium. Le problème, et vous le voyez déjà sur cette image, c'est que la phosphinotricine, ça c'est sa structure, eh bien c'est très ressemblant à cette molécule-là, qui est le glutamate. Et le glutamate, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, et c'est même le neurotransmetteur principal du système nerveux central. Pour autant, ce produit, quand il a été commercialisé en France, puisqu'il vient d'être interdit, il a été interdit il y a 3 ans, ce produit était considéré comme non toxique et comme n'ayant pas d'effet sur les mammifères. Alors c'est un peu étonnant parce qu'on se dit, mais quelque chose de ce type-là, ça doit quand même faire quelque chose. Alors le premier élément qui a montré que ça faisait quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui se suicidaient, notamment au Japon, ou qui essayaient de se suicider avec la phosphinotricine. Et conséquence de ça, je ne sais pas s'il y a des cas où ils y arrivaient, mais surtout ça conduisait à des crises d'épilepsie et à des troubles neurologiques à terme, de toute façon, avec des morts neuronales définitives. Et donc les crises d'épilepsie laissaient bien penser que cette molécule pouvait avoir, en tout cas à forte dose, un effet neurobiologique. Alors, cette molécule a été étudiée notamment par Céline Dubourg dans le cadre des travaux sur la phosphinotricine sur des animaux adultes, sur un modèle animal, à des doses non pas faibles, mais on va dire relativement faibles. Donc on n'était pas dans des doses très faibles, parce que c'était dans le cadre d'études sur l'épilepsie. Et ce que l'on voit très clairement, c'est que
ce glufosinate d'ammonium, il inhibe une enzyme qui est la glutamine synthétase. Alors, c'est d'ailleurs sa cible dans la plante. Dans la plante, il y a la même enzyme, il l'inhibe, ça conduit à l'accumulation d'ammoniac, ça tue la plante, et puis il y a une perturbation de toute la voie de photosynthèse, ce qui finit par la faire mourir, hein, en tout cas les plantes qui sont sensibles à ce type d'herbicide. Sur l'animal, qu'est-ce que ça fait quand on expose en une fois à cet herbicide? Eh bien, on voit ici un EEG, donc un électroencéphalogramme, ici, donc chez une souris normale. Et là, en fait, après exposition, on voit, quelque temps après l'injection, une crise d'épilepsie avec des convulsions. Ce qui est visible également, c'est les zones d'activation neuronale, ce qui est en rouge ici, sous des coupes de cerveau. Là c'est schématisé au niveau hippocampique ici. Et puis au centre ici, là, ça c'est l'hippocampe. Et vous avez également, sur cette image, au niveau de l'hippocampe, grâce à un colorant qui s'appelle le fluorojade C, on peut voir les neurones en souffrance. Et ce qui va conduire d'ailleurs, en partie en tout cas, à la mort neuronale. Et donc on voit bien qu'il y a un effet négatif au niveau neuronal et que cette molécule, eh bien, elle a des effets neurotoxiques qui sont nets. Alors il y a eu tout un ensemble d'études, mais ce qui est important, c'est que cet herbicide, il était utilisé. Alors, il devait être le remplaçant du glyphosate, parce qu'il y a un problème avec le glyphosate. Il y a beaucoup de plantes qui deviennent résistantes au glyphosate. Et donc, du coup, pour pallier à cette résistance, le glufosinate pouvait être un substitut, ou, comme c'est souvent le cas, associé au glyphosate. C'était même un traitement qui était préconisé pour les vignobles. Et en fait, on retrouve ce composé dans un certain nombre de produits. Alors, c'est toujours pareil, on peut voir le composé dans le produit. Est-ce qu'il perdure quand on consomme les choses? Est-ce que ça correspond à des choses qu'on consomme? Bon, là, il y a la paille et l'orge ou le blé, pas vraiment, mais ce qui a été le plus important, ce sont les dosages qui ont été faits dans l'espèce humaine, et notamment au Canada. Et le graphe que vous voyez ici représente des dosages du glufosinate d'ammonium. Alors, il y avait la même chose pour le glyphosate, il y avait les deux d'ailleurs. Qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, on voit ici des dosages qui ont été faits dans du sang de femmes, qui étaient soit des femmes enceintes, soit des femmes non enceintes. Chez les femmes qui n'étaient pas enceintes, c'est à droite, ici, eh bien, on retrouve ce glufosinate d'ammonium à des doses relativement importantes, qui suggèrent d'ailleurs, il y a eu un grand débat avec les producteurs de la molécule, d'ailleurs, un peu chaud aussi, mais qui laisse penser à une bioaccumulation. Donc, ce sont des dosages qui ont été faits en spectro de masse. Donc, il y a ce composé qui est présent dans le sang, et ce qui est étonnant, c'est que quand elles sont enceintes, il disparaît. Alors, il faut savoir que le métabolisme d'une femme enceinte est très différent du métabolisme d'une femme qui n'est pas enceinte, et en tout cas, ça laisse penser qu'elle dégradait ce produit. Et c'est ce qui, finalement, est aussi inquiétant, parce qu'effectivement, chez ces femmes enceintes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le métabolite donc, de ce composé, donc un des métabolites de ce composé. Or, il se trouve, et nous on l'a montré au laboratoire, que le métabolite est plus toxique encore que le produit d'origine. Et donc, le fait de trouver du métabolite chez la mère est un peu inquiétant, parce que ça montre qu'effectivement, en période de gestation, il y a dégradation du composé qui était circulant, et en fait, on obtient le métabolite. Et plus troublant aussi, c'est qu'on trouve ce métabolite dans le cordon ombilical du fœtus. Et donc ça, forcément, ça pose des questions par rapport à ces expositions chroniques de ce type de composé. Alors nous, on a travaillé sur cette molécule à faible dose, justement pour étudier les effets au niveau périnatal. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ce type de résultats. Je vais juste vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple qui est visuel, qui est un exemple qui a été fait sur des neuroblastes, donc des jeunes neurones qui sont en migration. Et donc ces neuroblastes, vous les voyez ici, ça, il faut imaginer qu'il y a un petit morceau de cerveau, qui est une zone qui produit ces neuroblastes. Et ces neuroblastes, normalement, comme ici, ils migrent en chaîne. C'est une migration très particulière. Ce sont des jeunes neurones qui sont produits, des interneurones, tout au long de la vie. Et donc, ils migrent en chaîne. On voit, en bleu, ce sont les noyaux, puis on voit le corps cellulaire qui est ici, là, comme ceci. Et puis, donc, on a des chaînes qui sont bien établies, comme ça. Et bien sûr, cette migration, elle est régulée par le glutamate, notamment, d'ailleurs, aussi par le GABA, et puis par un ensemble de molécules de chémoattraction, chémorépulsion, classique, le phénomène classique dans la migration cellulaire. Quand on expose au glufosinate d'ammonium, alors ce que je vais vous montrer, ce sont des migrations de neuroblastes
qui proviennent de cerveaux de petits qui ont été très exposés via leur mère, donc eux, ils n'ont rien eu en soi. C'est leurs mamans qui ont été exposées à des doses faibles, 300 fois en dessous la dose officiellement sans effet. Et ce qu'on a observé, en tout cas ici au niveau cellulaire, eh bien c'est ça. Ce sont des très nettes anomalies de la migration, avec des sortes de gros paquets, comme ça, là, des amas neuronaux. Hein. Alors on a remontré in vivo qu'il y avait un décalage, il y avait un problème de migration jusqu'au bulbe olfactif, donc un ralentissement de la migration. On avait également à des doses un peu plus fortes des migrations dites ectopiques, donc on avait bien une altération neuronale induite par cette exposition. Alors ce que je ne vous montre pas ici, c'est qu'on a eu un effet aussi sur le comportement des animaux, hein, qui ont eu des troubles du comportement social, et troubles qu'ils ont continué à avoir tout au long de leur vie. Ils n'ont pas eu par contre de problèmes neurodégénératifs, ni de problèmes de mémoire. Mais par contre, ils avaient des troubles du comportement, hein, qui étaient définitifs en fait. Alors que l'exposition n'a eu lieu qu'une fois, à faible dose, c'est-à-dire pendant la gestation. Donc ça vous remontre un petit peu comme tout à l'heure, comme ce que je vous montrais tout à l'heure, que ces expositions peuvent être précoces et avoir un effet à long terme. Et si ce composé ici, on a eu ce type d'effet, rien ne dit que les autres composés que je vous ai cités tout à l'heure, par exemple, ou d'autres encore, eh bien, auront le même type de conséquences. Ça peut être plus grave, ça peut être moins grave, et ça peut aussi dépendre du fond génétique. Donc, bien sûr, à partir de là, il faut aussi modérer le discours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire on est foutu, il y a des polluants partout et on va forcément avoir une maladie neurodégénérative derrière. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe par rapport à ces expositions et donc de mettre en place des modèles d'évaluation de ces expositions. Alors je vous montre juste ici, là, on utilise depuis assez récemment finalement ce modèle de neurosphéroïdes qui sont des organoïdes, des mini-cerveaux, hein, qui nous permettent d'étudier donc les expositions in vitro, hein, ce qui nous permet aussi de limiter l'utilisation d'animaux, hein, donc ces neurosphères, et également des cultures plus classiques. Ici, on voit une migration de neurones. Là, ça bouge ici, mais à mon avis, vous n'allez pas bien les voir. L'objectif étant par rapport à la santé humaine, c'est très bien de trouver des médicaments, hein, c'est même quelque chose d'essentiel, hein, de trouver des solutions par rapport à des pathologies lorsqu'elles se mettent en place. C'est peut-être bien aussi de les éviter, et donc c'est pour ça que la notion une santé, on utilise souvent le terme anglo-saxon One Health, le terme une santé, c'est de tenir compte de la santé de l'environnement, la santé animale et de la santé humaine dans un grand tout, hein, c'est-à-dire d'essayer de comprendre à quoi on est exposé, ce que l'on peut éviter comme exposition, et quelles sont les préconisations à donner à la population, parce qu'effectivement, un certain nombre de composés de type pesticides sont toxiques pour le système nerveux, donc sont neurotoxiques. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous, mais que lorsqu'il y a une inquiétude, eh bien, il faut être capable de les réévaluer et de retrouver des critères, d'utiliser des critères qui ne l'étaient pas forcément dans les approches initiales. Et donc je vais m'arrêter ici, et malheureusement nous ne pouvons pas interagir cette année. J'espère qu'il y aura une prochaine fois et que nous pourrons échanger plus facilement qu'en distanciel, comme on dit. Merci.